L'Alaska, terre de solitude et de mystère, un territoire immense, glacé, où la nature règne en maître et où l'homme n'est qu'un visiteur toléré. Mais que se passe-t-il quand quelque chose d'ancien et d'inexplicable se cache dans ces forêts, ces montagnes et ces lacs profonds? Des villages entiers abandonnés sans raison, des créatures tapis sous des eaux noires, des lumières dansantes qui murmurent aux âmes perdues. Simple légende ou effrayante réalité? Aujourd'hui, nous allons plonger dans 4 des histoires les plus troublantes d'Alaska. Mais oserez-vous aller jusqu'au bout? Avez-vous déjà entendu parler de l'hôtel hanté du mont Denali ou du village disparu de Portlock? Écrivez dans les commentaires quelle histoire vous intrigue le plus. Et dites-moi quel autre mystère vous aimeriez découvrir dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des histoires les plus effrayantes du monde. Et surtout, mettez un like pour soutenir la chaîne, sinon, qui sait? Peut-être que la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel, quelque chose vous regardera en retour. Passons maintenant aux ténèbres de l'Alaska. L'Alaska, terre de mystères et de solitude, recèle des lieux que même les plus aguerris des habitants préfèrent éviter. Le lac Iliamna, immense étendue d'eau bordée de forêts impénétrables et de montagnes enneigées, est l'un de ces endroits. Je suis Ethan Carter, guide de pêche depuis plus de 20 ans. J'ai grandi au bord de ce lac, écoutant les anciens raconter des légendes qui hantaient surtout mes nuits d'enfant. Ils parlaient d'une chose tapie sous l'eau, plus ancienne que les hommes, plus silencieuse que la glace en hiver. Une bête, disait-on, aux écailles brillantes et aux yeux comme des braises. Mais je n'ai jamais été du genre à croire aux histoires. Jusqu'à cette nuit-là, ce devait être une simple excursion. Un groupe de 4 touristes, des passionnés de pêche, m'avait engagé pour les emmener sur le lac en pleine nuit, là où les plus gros poissons mordent. Nous avions un bateau solide, un moteur fiable et une météo clémente. Tout indiquait que la nuit serait tranquille. Mais il y avait une chose que je n'avais pas prise en compte. Le silence. Pas un bruit dans les bois qui bordaient l'eau, pas un clapotis sur la surface du lac. Juste ce vide absolu, pesant, qui me donnait l'impression que nous étions seuls dans un monde figé. On dirait que tout s'est arrêté de respirer, plaisanta l'un des touristes, un certain Marc. J'aurais dû l'écouter. Nous avions jeté l'ancre près d'un ancien site de pêche réputé, une zone où les saumons remontaient parfois par centaines sous la lumière de la lune. L'eau était d'un calme inquiétant, lisse comme un miroir, ne reflétant que les étoiles et la silhouette de notre embarcation. Les touristes, excités, commencèrent à préparer leur ligne. L'un d'eux, un grand type nommé Rob, éclata de rire en nous racontant une anecdote de pêche dans le Colorado. Ses paroles résonnaient étrangement dans l'air, comme si elles se perdaient dans un espace trop vaste. J'observais les environs, une sensation de malaise montant lentement en moi. Ce silence, ce vide, quelque chose n'allait pas. Puis vint le premier signe. L'eau se mit à bouger. Pas un simple frisson de vent, non, une ondulation lente, puissante, qui se propageait autour de nous. Les vagues étaient douces mais régulières, comme si quelque chose d'énorme venait de glisser sous la coque. « Vous avez vu ça ?» lança Marc en regardant par-dessus le bord. « Probablement un banc de poissons, répondis-je, essayant de masquer mon propre trouble. Mais dans le fond de mon esprit, un vieux souvenir refit surface. Celui de mon grand-père, un homme qui connaissait le lac mieux que personne, me mettant en garde. Si un jour l'eau se met à bouger alors que tout est immobile, ne cherche pas à comprendre. Pars. Je n'avais jamais cru à ces histoires, mais ce soir-là, pour la première fois, je regrettais mon scepticisme. Les cannes à pêche étaient prêtes et mes clients lancèrent leur ligne avec enthousiasme. L'excitation montait à bord du bateau, mais moi, je ne pouvais m'empêcher de fixer l'eau. Les ondulations avaient disparu, remplacées par une immobilité inquiétante. Pourtant, quelque chose me disait que nous n'étions pas seuls. Rob fut le premier à sentir une tension sur sa ligne. « Hé, j'ai quelque chose !» s'écria-t-il en commençant à tirer. La canne se courba violemment sous l'effort, plus que ce à quoi on pourrait s'attendre même avec un poisson de belle taille. Ses muscles se contractèrent, et il lutta quelques instants avant que la ligne ne se relâche soudainement, projetant Rob en arrière. « Bon sang, il m'a échappé !» pesta-t-il en se redressant. Je m'approchai pour examiner l'hameçon. La ligne était effilochée, comme si elle avait été râpée sur une surface rugueuse, mais il n'y avait aucun rocher ici, juste de l'eau. Puis, sans prévenir, un bruit sourd résonna sous la coque. Un coup. Tous se figèrent. Un deuxième choc, plus fort cette fois. L'un des touristes, un certain Jared, s'approcha du bord et braqua sa lampe torche sur le haut noir. Son faisceau vacilla sur des remous étranges. Une sorte de tourbillon silencieux qui semblait tournoyer sous nous.
Puis il pâlit. « Il y a quelque chose en dessous, murmura-t-il. Je suivis la direction de sa lumière et mon cœur rata un battement. Sous la surface, dans les profondeurs sombres, une ombre immense glissait, lentement. Pas une branche dérivante, pas une illusion d'optique. Quelque chose d'énorme nous observait. Un frisson glacé me parcourut l'échine alors que nous fixions tous cette ombre massive sous notre bateau. Elle bougeait avec une lenteur inquiétante, comme un prédateur patient, jaugeant sa proie avant d'attaquer. Jared, toujours penché au-dessus du bord, serra sa lampe torche d'une main tremblante. Son faisceau vacillait sur la surface noire, révélant par instants des reflets huileux, comme si quelque chose d'anormal troublait l'eau. Puis, soudainement, 2 lueurs apparurent sous la surface. Pas des reflets, pas une illusion. 2 yeux, immenses, jaunes, scintillant d'une lumière spectrale. « Mon Dieu !» chuchota Marc en reculant d'un pas. Un silence oppressant s'abattit sur le bateau. Personne ne bougeait. J'avais entendu parler de ces yeux. Mon grand-père les décrivait dans ses récits divers, lorsqu'il nous parlait des anciennes légendes du lac. Si jamais tu vois ces yeux, ne cligne pas. Ne détourne pas le regard, car si tu fais ça, il viendra te chercher. Jared fit l'erreur de reculer d'un geste brusque. L'ombre sous nous réagit instantanément. L'eau explosa dans un bouillonnement violent. Une masse sombre jaillit dessous la surface, envoyant des gerbes glacées sur tout le bateau. Je n'eus qu'une fraction de seconde pour voir ce que c'était. Une silhouette reptilienne, une peau d'un noir luisant, une gueule immense, aux reflets écarlates. Et puis, comme si elle voulait nous avertir, elle replongea dans l'abîme. Le silence revint, mais cette fois, il était pire encore. Car nous savions tous que ce n'était pas fini. Pendant quelques secondes, personne n'osa parler. L'air était lourd, saturé d'une tension que même les plus sceptiques ne pouvaient ignorer. Puis Rob brisa le silence. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il d'une voix rauque, essuyant d'une main tremblante l'eau glacée qui coulait sur son visage. Je n'avais pas de réponse. L'eau s'agitait toujours autour du bateau, comme si quelque chose d'énorme bougeait sous nous, juste hors de vue. La lumière de nos lampes torches dansait sur les vagues, révélant des reflets mouvants que je n'avais jamais vus auparavant. Jared agrippa mon bras. « On part maintenant !» C'était ce que mon instinct me criait aussi, mais une autre partie de moi savait que nous n'aurions peut-être pas cette chance. Puis, sans prévenir, le bateau bascula violemment sur le côté. Nous fûmes projetés contre la rambarde, nos jambes manquant de passer par-dessus bord. Quelque chose avait frappé la coque. Un bruit sourd, puissant, résonna dans le bois. Une force invisible nous poussait, secouant l'embarcation comme si nous n'étions qu'un jouet de plastique flottant à la surface d'une baignoire. Rob attrapa une rame et la plongea dans l'eau, paniquée. Mais au lieu de heurter un fond rocheux, ou même du simple courant, elle se bloqua net, et puis elle fut arrachée de ses mains. « Quoi » s'étrangla-t-il, alors que la rame disparut sous l'eau, happée par quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Le moteur. Je me ruai vers l'arrière du bateau et tentai de le démarrer. Mes doigts tremblaient, alors que je tirais frénétiquement sur la corde d'allumage. 1 fois, 2 fois, rien. 3 fois. Un grondement profond monta des profondeurs. Pas un bruit de moteur, quelque chose d'autre. Nous n'étions plus les seuls maîtres de cette embarcation. Nous étions devenus des proies. Le bateau tanguait de plus en plus violemment, secoué par des vagues qui semblaient venir de toutes parts. La chose sous nous tournait en rond, jouant avec sa proie. Rob, encore sous le choc, fixait l'eau avec des yeux hagards. Jared s'agrippait à la rambarde, haletant, alors que Marc essayait de calmer ses mains tremblantes. Moi, je n'avais qu'une seule obsession, faire démarrer ce maudit moteur. Je tirai encore sur la corde, 1 fois, 2 fois. Le moteur toussa, puis s'arrêta net. Un silence pesant tomba sur nous. Puis vint le son. Un grondement sourd, grave, résonna sous la coque, comme si la chose chantait dans les profondeurs. Une vibration caverneuse, ancienne, qui nous glaça le sang. Et puis, sans prévenir, l'ombre remonta. Elle était immense, plus grande que le bateau. Une masse sombre, indistincte, qui surgissait lentement des abysses. J'avais déjà vu des poissons remonter des profondeurs, leur silhouette grossissant au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient de la surface. Mais ceci, c'était autre chose. Jared murmura un « non, non, non », alors que la forme devenait plus nette. Les premières écailles apparurent sous la lumière de nos torches, noires et épaisses comme du métal, luisant sous l'eau glacée. Puis, une partie du corps se dévoila, une nageoire d'une taille inconcevable qui ondulait lentement, soulevant un courant puissant sous notre embarcation. L'eau commença à bouillonner, comme si le lac tout entier se mettait à frémir. « Elle monte !» hurla Marc. Je tirai une dernière fois sur la corde du moteur.
Et cette fois, il démarra. L'ombre était presque sous nous. Je vis un éclat jaune briller sous la surface. Les yeux. Et alors le lac explosa. L'explosion d'eau nous frappa de plein fouet. Une masse colossale jaillit sous nous, soulevant le bateau comme un fétu de paille. Le monde bascula. Je sentis mes pieds quitter le sol, projetés dans les airs par la force du choc. L'eau glacée m'engloutit en une fraction de seconde, m'arrachant l'air des poumons. Sous moi, une silhouette gigantesque traversa les profondeurs, un monstre de ténèbres et d'écailles, dont le mouvement seul soulevait des vagues capables de renverser une embarcation. L'adrénaline prit le dessus. Je luttais pour remonter, brisant la surface dans un halètement désespéré. Autour de moi, les autres nageaient vers le bateau renversé. Rob attrapa mon bras et me hissa tant bien que mal sur la coque retournée. Nos regards se croisèrent. Il n'avait pas besoin de parler. Nous savions tous les deux. Ce n'était pas une légende. L'eau frémissait encore. Sous nous, la créature tournait, invisible, mais nous sentions sa présence. Nous savions qu'elle pouvait revenir à tout instant. Jared, tremblant, pointa le rivage du doigt. « On doit nager. » Nous n'avions pas le choix. L'un après l'autre, nous nous jetâmes à l'eau, forçant nos corps glacés à avancer malgré l'épuisement et la peur. À chaque mouvement, je m'attendais à sentir quelque chose me frôler, m'arracher dans les profondeurs. Mais rien ne vint. Nous atteignîmes enfin la rive, titubant sur la terre ferme, à bout de souffle. Derrière nous, le lac était redevenu lisse et silencieux, comme si rien ne s'était jamais passé. Nous restâmes là, incapables de parler, fixant l'eau noire qui venait de nous relâcher. Puis, un bruit résonna, un grondement lointain, l'écho d'un chant sourd venu du fond du lac. Nous étions partis, mais elle était toujours là, et elle attendait. L'Alaska a toujours attiré ceux qui recherchent l'isolement, la beauté brute et le frisson du danger. Mais parmi ces paysages spectaculaires, il existe des endroits où l'homme n'aurait jamais dû poser le pied. Des endroits marqués par des histoires que l'on préfère oublier. Je m'appelle Daniel Crow, je suis journaliste indépendant, spécialisé dans les lieux hantés et les mystères non résolus. J'ai parcouru le pays à la recherche de sites abandonnés, d'histoires effrayantes et de légendes anciennes. Mais jamais je n'aurais imaginé vivre ce que j'ai vécu au mont Denali. L'histoire de l'hôtel Black Ridge m'a toujours intrigué. Construit dans les années 1980 pour accueillir les touristes fortunés venus admirer la montagne la plus haute d'Amérique du Nord, il n'a fonctionné que quelques années avant de fermer brutalement ses portes. Officiellement, on parle de difficultés financières et d'un projet mal géré. Mais les rumeurs locales racontent d'autres choses, des disparitions inexpliquées, des événements troublants, des nuits hantées par des présences invisibles. C'est avec ces histoires en tête que mon équipe et moi avons pris la route vers les ruines de l'hôtel. Nous étions 4. Lisa, ma photographe, courageuse mais sceptique. Mike, un passionné d'urbex qui ne reculait devant aucun défi. Jared, mon caméraman, toujours sur ses gardes, peu friand des histoires de fantômes. Et moi, Daniel, toujours prêt à plonger dans l'inconnu. Nous avions obtenu des permis pour entrer dans la zone, officiellement pour documenter l'histoire du bâtiment. Officieusement, nous espérions capturer quelque chose d'inexplicable, un phénomène qui donnerait du poids à toutes ces rumeurs. Mais sur la route, un malaise s'installa. Le ciel s'assombrit plus vite que prévu, et une brume dense commença à glisser entre les arbres, enveloppant la route d'une atmosphère irréelle. Quand nous sommes finalement arrivés au pied du mont Denali, l'hôtel apparut devant nous, figé dans le temps. Une immense bâtisse aux fenêtres béantes, ses murs couverts de mousse et ses balcons croulant sous le poids des années. L'hôtel Black Ridge nous attendait. Nous sommes descendus de la voiture en silence, fixant la silhouette imposante de l'hôtel Black Ridge. Le bâtiment semblait à la fois majestueux et sinistre, une carcasse figée dans le temps. Les grandes fenêtres brisées nous observaient comme des yeux vides, et le vent sifflait à travers les ouvertures si béantes, produisant un murmure presque humain. Lisa ajusta son appareil photo et prit les premières images. Sympa l'ambiance, souffla Mike en s'approchant du perron envahi par la végétation. Jared, qui filmait déjà, lança d'un ton nerveux. « On est sûr de vouloir faire ça ?» Il n'avait pas tort. Une étrange pression pesait sur l'endroit. Mais nous n'étions pas venus pour reculer. La porte principale était entr'ouverte. Nous la poussâmes avec précaution, et un grincement assourdissant résonna dans le hall désert. L'intérieur était un véritable décor de film d'horreur. Un immense espace envahi par la poussière et les débris, des meubles éventrés, des lustres guillocetres brisés, pendant au plafond. Lisa siffla, impressionnée. Ça devait être magnifique, à l'époque. Je hochai la tête, m'imaginant les riches visiteurs déambulant ici,
vêtu de manteaux coûteux, un verre de whisky à la main. Mais ce luxe avait laissé place à la désolation. Mike s'avança dans le hall, son faisceau de lampes balayant les murs où de vieilles peintures encadrées pendèrent de travers. Puis il s'arrêta net. « Vous avez entendu ?» Nous nous figeâmes. Un bruit lointain, quelque part dans les étages supérieurs. Un grattement léger. Jared me jeta un regard inquiet. « Y a peut-être encore des animaux là-dedans ?» C'était possible, mais ce son-là avait une cadence étrange, comme des pas. Nous n'étions pas seuls. Le bruit s'était arrêté aussi soudainement qu'il était apparu, laissant derrière lui un silence encore plus oppressant. Nous échangions des regards inquiets, nos souffles courts dans l'air stagnant du hall. Mike haussa les épaules. Probablement un rat ou un oiseau coincé dans les étages, rien de plus. Son ton se voulait rassurant, mais je voyais dans ses yeux qu'il n'y croyait pas vraiment. Lisa ajusta son appareil et se mit à prendre des photos de l'entrée. Le flash illuminait brièvement les murs défraîchis, révélant des détails troublants, des fissures comme des veines noires courant le long du plafond, d'anciennes tapisseries arrachées, laissant apparaître un bois rongé par l'humidité, et, sur certaines parties du mur, ce qui ressemblait à des griffures d'eau profonde. Je fis un pas en avant et passai mes doigts sur l'une d'elles. « C'est pas un rongeur qui a fait ça, » murmurai-je. Jared, qui filmait en arrière-plan, grimaça. « On peut juste capturer ce qu'il faut et partir d'ici ?» Mais nous avions à peine commencé. Nous nous aventurâmes dans un couloir latéral menant aux anciennes chambres. Le sol grinçait sous nos pas, chaque bruit résonnant dans le vide. L'odeur de poussière et d'humidité s'intensifiait, mêlée à une autre senteur. Quelque chose de plus ancien. Une odeur que je n'arrivais pas à identifier. Lisa continuait de photographier les lieux, tandis que Mike ouvrait une porte après l'autre, découvrant des pièces peu à moitié détruites, des lits éventrés, des miroirs brisés, des rideaux déchirés flottant faiblement dans l'air immobile. Puis, au détour d'un couloir, nous tombâmes sur une chose qui nous glaça le sang. Une chaise, en plein milieu du passage, seule. Jusque-là, rien d'étrange, mais ce qui nous fit frissonner, c'était la poussière autour d'elle. Elle était intacte, comme si quelqu'un l'avait déplacée récemment. Nous restâmes figés devant la chaise, une sensation glaciale parcourant nos échines. Dans ce lieu abandonné depuis des décennies, où tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière, cette chaise semblait hors du temps. Lisa fut la première à rompre le silence. « Quelqu'un est venu ici récemment ?» murmura-t-elle en braquant son objectif sur l'objet. Je n'avais aucune réponse à lui donner. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose me mettait mal à l'aise. Mike, lui, refusait de se laisser impressionner. Il s'approcha et posa la main sur le dossier. « C'est qu'une chaise, les gars. » Au moment où il dit cela, un bruit sourd résonna derrière nous. Un claquement de porte. Jared se retourna d'un bond, la caméra tremblant dans ses mains. C'était quoi ça? Nous échangeâmes des regards. Aucun de nous n'avait bougé. Il n'y avait pas de vent ici. Et pourtant l'une des portes que nous venions de passer était maintenant fermée. J'avançai prudemment et posai la main sur la poignée. Elle était glaciale. Avec un frisson, je l'abaissai et poussai la porte. Derrière, une chambre intacte. Contrairement aux autres pièces dévastées, celle-ci semblait avoir été préservée du temps. Un lit toujours fait, une coiffeuse couverte d'une fine pellicule de poussière, des rideaux épais filtrant la lumière blafarde de l'extérieur. « Ça n'a aucun sens, » soufflai-je. Lisa s'avança et prit une photo. Le flash illumina brièvement la pièce, projetant des ombres sur les murs. Puis elle fronça les sourcils en regardant l'écran de son appareil. « Attendez. » Elle zooma sur l'image. Sur le miroir de la coiffeuse, quelque chose apparaissait nettement. Une empreinte de main. Pas une vieille marque. Pas un reflet. Une empreinte fraîche. Et alors, derrière nous, un murmure s'éleva. Un chuchotement. Faible, indistinct. Mais il venait de cette pièce. Le chuchotement se dissipa aussitôt, avalé par le silence pesant de la chambre. Nous étions figés, l'adrénaline montant d'un cran. Nous n'étions plus seuls. Lisa fixait toujours l'écran de son appareil photo, son visage blême. L'empreinte, elle n'était pas là avant. Jared secoua la tête, sa caméra tremblante pointée sur le miroir. C'était là peut-être un effet d'optique, de la poussière, un reflet. Personne ne croyait à cette explication. Mike, toujours le plus téméraire, s'approcha du miroir. Il leva la main et, avec hésitation, la posa sur l'empreinte. Un courant d'air glacé balaya la pièce. Nous sursautâmes. La fenêtre était pourtant fermée. Puis, lentement, le miroir commença à se ternir. Une brume opaque s'étalait sur sa surface, comme si quelqu'un y soufflait de l'autre côté. Et, sous nos yeux, une phrase se dessina dans la condensation. « Ne restez pas. » Jared recula si vite qu'il trébucha contre la chaise derrière lui. « On sort d'ici, maintenant. » J'étais d'accord avec lui.
Quelque chose jouait avec nous, et je ne voulais pas en savoir plus. Mais au moment où nous fîmes demi-tour, la porte se referma violemment devant nous. Lisa cria. Mike tenta d'ouvrir, mais la poignée ne bougeait plus, comme scellée. Puis, les chuchotements se reprirent. D'abord indistincts, à peine des souffles, avant de devenir plus clairs. Des mots, des phrases éparses. « Pourquoi êtes-vous là ? Vous n'auriez pas dû venir. » Des voix multiples, murmurant tout autour de nous. Et alors, dans un coin de la pièce, un craquement se fit entendre. Quelque chose venait de bouger. Nous tournâmes la tête d'un même mouvement, et nous vîmes, dans l'ombre, juste au pied du lit, une silhouette. Le temps sembla s'arrêter. La silhouette, floue et indistincte, se tenait immobile dans l'ombre. Elle n'avait pas de traits visibles, juste une forme humaine, longue et voûtée, comme si elle avait été oubliée ici depuis trop longtemps. Lisa étouffa un cri en reculant contre la coiffeuse. Jared, lui, n'osait même plus respirer. Le silence devint plus lourd encore. Puis, lentement, la silhouette bougea. Ce n'était pas un simple déplacement, c'était un glissement saccadé, comme si elle n'appartenait pas tout à fait à cet endroit. « Ouvre la porte !» soufflai-je à Mike, incapable de détacher mon regard de l'apparition. Il secoua la poignée frénétiquement, mais elle restait figée. Puis la silhouette fit quelque chose qui nous paralysa tous. Elle leva un bras, lentement, et pointa quelque chose derrière nous. Je sentis mon cœur se contracter. Je n'avais pas envie de me retourner, mais l'instinct fut plus fort. Je tournai lentement la tête. Le miroir. Là où la brume avait dessiné « Ne restez pas », il y avait maintenant autre chose. Une date. 1989. Lisa ouvrit grand les yeux. C'est l'année où l'hôtel a fermé. Puis, sous la date, une nouvelle inscription apparut, se dessinant sous nos yeux. Il est toujours là. Un frisson me parcourut des pieds à la tête. Qui ? Lança Mike à la silhouette. Elle ne répondit pas. Elle pointa encore plus loin, vers le lit. Et c'est alors que nous entendîmes le grincement. Un bruit lent, viscéral, comme si quelque chose se redressait sous le matelas. Quelque chose qui n'était pas censé être là. Le grincement s'intensifia. Un bruit humide et rauque, comme si quelque chose glissait sous le matelas. Nous étions paralysés, figés par une peur qui nous clouait sur place. Puis, lentement, le drap du lit se souleva. Une main maigre et déformée, aux doigts anormalement longs, se glissa hors de l'ombre sous le lit. Elle se posa contre le sol, griffant le bois poussiéreux dans un bruit strident. Lisa suffoqua. Jared serra sa caméra contre lui, incapable de bouger. La silhouette dans l'ombre, celle qui nous avait prévenus, commença alors à s'effacer, comme si elle était aspirée dans l'air. Et nous comprîmes. Elle essayait de nous sauver. Ce qui était sous le lit, c'était autre chose. Un second bras émergea, plus tordu encore. Puis, lentement, une tête beaucoup trop grande se glissa hors de l'ombre. Un visage allongé, blême, aux orbites creuses, où quelque chose brûlait encore. Une bouche entr'ouverte, figée dans un rictus anormal. Puis un chuchotement, plus proche que jamais. « Vous êtes à moi !» Ce fut l'instant où nous courûmes pour nos vies. Mike arracha la porte de toutes ses forces, et cette fois, elle s'ouvrit. Nous nous précipitâmes dans le couloir, Lisa trébuchant avant que je ne la tire par le bras. Derrière nous, le lit grinça violemment, comme si quelque chose rampait hors des ténèbres. Nous dévalâmes les escaliers, sans oser regarder en arrière, fonçant à travers le hall désert. L'hôtel semblait respirer, ses murs grinçant à notre passage, l'air plus froid, plus lourd. Lorsque nous atteignîmes enfin la sortie, je jetai un dernier regard en arrière. À l'une des fenêtres du deuxième étage, quelque chose nous regardait. Une ombre grande et tordue, immobile, figée derrière la vitre brisée. Nous n'attendîmes pas. Nous fonçâmes vers la voiture et quittâmes l'endroit en trombe. Nous n'avons jamais reparlé de cette nuit-là. Mais parfois, quand je rêve, je revois cette fenêtre. Et je sens encore son regard. L'hôtel Blackridge n'oublie pas. L'Alaska regorge de terres oubliées, d'endroits abandonnés où la nature a repris ses droits. Certains de ces lieux n'intéressent maintenant plus personne. D'autres sont devenus des légendes. Portlock fait partie de ces derniers. Ce petit village de pêcheurs, situé au sud de la péninsule de Kenai, fut habité pendant des décennies avant d'être brusquement déserté dans les années 90. Les habitants s'en allèrent sans laisser d'explication officielle, laissant derrière eux leurs maisons en bois, leurs bateaux à moitié amarrés, et les ruines d'une vie autrefois paisible. J'avais entendu parler de Portlock à travers de vieux articles et des récits transmis par des familles autochtones. Tous disaient la même chose. Quelque chose dans cette forêt n'aimait pas la présence des hommes. Mais ce n'était qu'une histoire, pas vrai ? C'est ce que je voulais vérifier. Mon nom est Samuel Greaves, historien et journaliste,
je me suis spécialisé dans les disparitions mystérieuses et les lieux hantés. Quand j'ai entendu parler du village perdu de Portlock, j'ai su que je devais m'y rendre. J'avais réussi à convaincre 2 amis de m'accompagner. Eric, un ancien militaire devenu survivaliste, rationnel et terre-à-terre. Nate, photographe et explorateur urbain, toujours en quête de sensations fortes. Nous avions préparé une expédition de plusieurs jours. Portlock était difficile d'accès, perdu entre les montagnes et l'océan, cerné par une forêt dense et oppressante. Le voyage commença sous une météo clémente, mais à mesure que nous nous approchions, le vent se leva et un épais brouillard commença à glisser sur les eaux. Nous naviguâmes encore 1 heure avant que les contours du village apparaissent enfin à travers la brume. Des maisons délabrées, des bateaux échoués sur le rivage, et cette impression d'absence totale de vie. Nous avions atteint Portlock, et dès cet instant, je sus que nous n'aurions jamais dû venir. Notre bateau glissa lentement jusqu'au rivage rocailleux, ses moteurs bourdonnant faiblement sous le poids du silence environnant. Portlock s'élevait devant nous, figé dans un temps oublié. Des cabanes en bois gris, rongées par l'humidité et le vent, s'alignaient le long du rivage. Certaines étaient effondrées, d'autres tenaient encore debout, mais tout semblait mortellement immobile. Eric sauta le premier sur la berge, son fusil en bandoulière, toujours sur ses gardes. Rien de vivant ici, même les oiseaux ont déserté. Je n'y avais pas fait attention au début, mais il avait raison. Aucun cri d'oiseau, aucun bruit de ruisseau, rien d'autre que le murmure du vent et le bruissement de la forêt qui encerclait le village. Nate descendit à son tour et mit son appareil en marche, prenant ses premières photos. « Ça te fait quoi d'être enfin là, Sam ?» me demanda-t-il en souriant. Je regardais autour de moi, le poids de l'histoire pesant sur mes épaules. Je ne sais pas encore, mais cet endroit n'a pas été abandonné par hasard. Nous nous approchâmes de la première cabane. L'entrée était grande ouverte, laissant voir un intérieur déserté depuis des décennies. Une table renversée, des chaises brisées, un vieux poêle rouillé. Je posai une main sur l'un des murs de bois, sentant l'humidité imprégner le bois moisi. Puis un détail attira mon attention. Des griffures sur l'encadrement de la porte, longues, profondes. Regardez ça. Eric se rapprocha et passa un doigt dessus, son regard devenant plus dur. Ça, c'est pas des marques de hache ou d'outils, c'est autre chose. Nate, intrigué, braqua son objectif sur les marques et prit plusieurs clichés. Les histoires racontent qu'un chasseur avait vu des empreintes gigantesques près des rivières. Peut-être qu'il y avait de grands prédateurs dans le coin à l'époque. Eric se redressa et regarda la forêt environnante. Alors explique-moi pourquoi ils sont partis tous ensemble, en laissant tout derrière eux. Nous échangeâmes un regard. Puis un bruit résonna dans les bois, derrière nous. Un craquement lointain, mais net. Comme si quelque chose venait de bouger entre les arbres. Nous nous figeâmes. Le bruit s'était perdu dans l'épaisseur des arbres. Un simple craquement, peut-être une branche tombée, ou quelque chose qui s'était déplacé. Eric, toujours méfiant, se tourna immédiatement vers la lisière du bois, son regard perçant, scrutant l'ombre entre les troncs. « Un animal ?» murmura Nate en braquant son appareil photo vers les arbres. Je secouai la tête. « Quel animal ?» On n'a rien entendu d'autre depuis qu'on est arrivé. Pas d'oiseaux, pas d'insectes. Juste ça. Un frisson me parcourut. Cet endroit était trop silencieux. Eric fit un pas en avant, levant la main pour nous indiquer de ne pas faire de bruit. Il sortit son couteau et s'accroupit, inspectant le sol. Puis il redressa lentement la tête, son expression se figeant. « Des empreintes », souffla-t-il. Nous nous précipitâmes à ses côtés. Là, dans la terre meuble bordant le village, se dessinaient clairement 2 grandes traces de pas. Elles étaient immenses, bien plus larges et profondes qu'un pied humain. Et surtout, elles n'étaient ni celles d'un ours ni d'un loup. Elles avaient 5 orteils, longs et anormalement écartés. Nate sortit son appareil et prit plusieurs clichés. Ça, c'est pas normal. Eric passa une main sur son visage, visiblement tendu. Ce qui me dérange, ce n'est pas leur taille. Je le regardais, l'estomac noué. C'est quoi alors ? Il désigna les empreintes d'un doigt. Elles sont récentes. Un frisson glacé me parcourut l'échine. Nous n'étions pas seuls. Le vent siffla entre les maisons abandonnées, et dans le lointain, venant de la forêt, un craquement, plus proche cette fois, comme si quelque chose nous observait. Le craquement résonna une seconde fois, plus net, plus proche. Nous nous tournâmes vers la lisière de la forêt, mais il n'y avait rien. Rien d'autre que l'ombre épaisse des arbres, et cette sensation d'être épié. Eric se redressa lentement, ses muscles tendus, prêts à réagir. On bouge. Maintenant. Je ne protestais pas.
Nous nous éloignâmes des empreintes et retournâmes courant vers le centre du village, cherchant refuge dans une des vieilles bâtisses encore debout. L'intérieur était sombre, oppressant, mais au moins nous n'étions plus à découvert. Nate, toujours son appareil en main, s'arrêta au milieu de la pièce et souffla « On vient d'arriver et je n'aime déjà pas cet endroit. » Je ne pouvais pas lui donner tort. Nous nous assîmes sur d'anciennes caisses de bois, essayant de réfléchir à notre prochaine action. La lumière extérieure était déjà plus faible, le soleil commençant sa lente descente derrière les montagnes. « On reste ici pour la nuit ?» demandai-je. Eric hocha la tête, mais il n'était pas à l'aise. « Oui, mais on monte un tour de garde. » Il avait raison. Il y avait quelque chose dans cette forêt, quelque chose de grand. Et j'avais l'étrange sensation que ce n'était pas la première fois que cette chose observait des intrus. Je jetai un œil à travers une fissure du mur. L'extérieur était calme. Le village, baigné dans une lumière grisâtre, paraissait totalement mort. Puis je vis un mouvement. Juste là, à la limite du bois, une forme sombre, immobile. Pas un animal. Quelqu'un. Ou quelque chose, debout entre les troncs. Mon cœur rata un battement. Je voulus prévenir les autres, mais quand je regardai à nouveau, il n'y avait plus rien. Le silence pesait lourd. Et pourtant je le savais. Quelque chose nous observait. Le silence était devenu étouffant. Je restais figé, les yeux rivés sur la lisière de la forêt. Cette silhouette, je ne l'avais pas imaginée. Quelqu'un, ou quelque chose, était bien là, mais maintenant elle avait disparu. Un frisson me parcourut. Je jetai un regard aux autres. Nate était en train de fixer ses photos sur son appareil, tandis qu'Eric, silencieux, vérifiait son équipement. Je pris une inspiration et murmurai « Je crois que j'ai vu quelqu'un près des arbres. » Eric leva la tête aussitôt. Quelqu'un ou quelque chose. Je n'en avais aucune idée. Nate grogna, fatigué de cette ambiance pesante. Ça pourrait être un chasseur, un randonneur, quelqu'un qui vit encore ici ? Eric secoua la tête. Dans un village déserté depuis 80 ans, en plein hiver, sans feu, sans abri. Nous échangions des regards nerveux, puis, sans prévenir, un bruit sourd résonna dehors. Un craquement, plus fort que les précédents. Nous nous précipitâmes vers la fenêtre. À quelques mètres de notre cabane, sur le sol gelé, quelque chose avait bougé. Nate braqua son appareil, zoomant à travers l'objectif. Son visage perdit sa couleur. Oh, non. Nous nous penchâmes pour voir. Juste là, dans la terre humide, une énorme empreinte venait d'apparaître. Elle n'était pas là tout à l'heure. Quelque chose s'était approché en silence, avait posé son pied massif devant notre cabane, puis était reparti. Eric dégaina son couteau et chuchota « Ça joue avec nous ». Et dans la nuit, venu des bois, un bruit profond, un grognement. Quelque chose nous attendait dehors. Le grognement roula dans l'air glacé, grave et profond, résonnant entre les troncs. Un son qui ne ressemblait à rien de connu. Nous restâmes figés, l'adrénaline brûlant nos veines. Nate recula lentement, la caméra toujours pointée vers l'extérieur. « C'est quoi ça ? Un ours ?» souffla-t-il, la voix tremblante. Eric serra son couteau. Un ours ne s'approche pas comme ça. Il aurait déjà attaqué. Nous savions tous qu'il avait raison. Ce qui était dehors nous testait. J'essayais d'écouter à travers le silence, mais plus rien ne bougeait. Seul le vent soufflait entre les ruines du village. Puis un bruit plus proche. Un pas. Lent, calculé. Comme si quelque chose se tenait juste devant la cabane. Je me retins de respirer. Nate tremblait. Eric fixait la porte, prêt à réagir. Puis, 3 nouveaux coups sourds résonnèrent sur le mur extérieur. Boum, boum, boum. Nous sursautâmes. C'était volontaire, comme un avertissement. Et alors, au même moment, un nouveau bruit nous glaça le sang. Un souffle rauque, juste de l'autre côté de la porte. Quelque chose se tenait là. Quelque chose qui savait que nous étions ici. Le souffle derrière la porte s'intensifia. Lourd, profond, presque animal. Nous étions tétanisés, collés au mur. Nos respirations étouffées par la peur. Puis, un grattement lent se fit entendre. Des ongles, des griffes. Nate agrippa mon bras, paniqué. Il tremblait. Eric, lui, était prêt à bondir, son couteau en main. Et alors, la porte bougea. D'abord un simple frémissement, puis, lentement, la poignée commença à tourner. Quelque chose essayait d'entrer. Jared murmura d'une voix brisée. « C'est pas possible. » Eric réagit le premier. Il attrapa son sac et nous lança un regard urgent. « On sort. Maintenant. » Je n'avais jamais entendu sa voix trembler avant ce soir-là. Il attrapa une vieille chaise et la cala violemment sous la poignée pour bloquer l'entrée. Puis, d'un signe de tête, il nous fit comprendre ce que nous devions faire. Nous n'attendîmes pas. Nous sortîmes par l'arrière, dans le froid glacial. Derrière nous,
La cabane grinça sous une pression invisible. Puis, alors que nous atteignions le centre du village, un hurlement retentit, un cri long, profond, impossible à décrire. Ni humain, ni animal, nous courûmes, à travers les maisons délabrées, vers la plage, vers le bateau. Je jetai un dernier regard en arrière, et je vis une silhouette immense, debout dans l'ombre des arbres. Elle nous regardait bleu partir. Nous ne nous arrêtâmes pas avant d'avoir quitté Portlock. Nous n'avons jamais su ce qui vivait là-bas, mais ce que nous savons, c'est que ce village n'a pas été abandonné sans raison. L'Alaska est un territoire sauvage, vaste et silencieux, où l'homme est un étranger toléré par la nature, mais jamais véritablement accepté. C'est un endroit où l'on ne disparaît pas sans raison. J'étais venu ici pour une raison simple, capturer les aurores boréales. Photographe et vidéaste spécialisé dans les phénomènes naturels extrêmes, j'avais passé les 15 dernières années à courir après les spectacles les plus rares de notre planète. Des tempêtes de foudre en Argentine aux supercellules tournoyantes des Grandes Plaines, chaque expédition était une quête d'images uniques. Mais les aurores boréales, elles représentaient autre chose. On ne parle pas souvent de ce qu'elles sont réellement. On dit qu'elles illuminent les ciels nocturnes, qu'elles peignent des vagues de lumière dans l'espace. Ce que l'on dit moins, ce sont les histoires. Les peuples autochtones d'Alaska les appellent les lumières qui murmurent. Ils croient que ce sont les âmes des morts qui dansent dans le ciel et que si l'on siffle sous les aurores, elles descendent pour emporter celui qui a osé troubler leur repos. Je n'ai jamais cru aux légendes. Mais cette nuit-là, seul dans la vallée enneigée de Kobuk, je compris que certaines choses ne sont pas censées être comprises. Un avertissement déguisé en beauté. J'étais arrivé en fin d'après-midi après un long trajet à motoneige, quittant le dernier village habité pour pénétrer profondément dans l'intérieur sauvage de l'Alaska. Un endroit isolé, vierge de toute présence humaine. J'avais repéré ce lieu des mois à l'avance. Une vallée encaissée entre deux montagnes, offrant une vue dégagée sur le ciel nocturne. Pas de pollution lumineuse, pas d'obstacles. Le cadre parfait. Je montai rapidement mon campement, à quelques mètres d'une forêt de pins noirs, dressai ma tente et préparai mon matériel. La température chutait déjà sous les -20 degrés Celsius. Le froid mordait mes joues, s'infiltrant à travers mes vêtements, malgré mes nombreuses couches. J'installai mon trépied et vérifiai une dernière fois mes réglages. L'attente commença, et puis elles apparurent. D'abord, ce fut une lueur diffuse, à peine visible, flottant au bord de l'horizon comme une vapeur verte éthérée. Puis, lentement, les aurores prirent vie. Elles dansaient, ondulaient, comme un rideau de soie soufflé par un vent cosmique. C'était une beauté irréelle, une vision hypnotique qui vous faisait oublier le froid, la fatigue et même la solitude. J'étais envoûté. J'appuyais sur l'enregistrement. L'image était parfaite. Mais alors que j'observais les lumières, je remarquai quelque chose d'étrange. Les aurores ne se contentaient pas de flotter dans le ciel. Elles descendaient, lentement, comme si elles cherchaient à toucher la terre. Je me redressai légèrement, mon souffle suspendu dans l'air glacé. Ce phénomène n'était pas normal. Les aurores boréales sont un phénomène atmosphérique, se produisant à des centaines de kilomètres au-dessus du sol. Jamais, elles ne devraient redescendre aussi bas. Et pourtant, elles le faisaient. Elles ondulaient maintenant à la hauteur des montagnes, glissant vers la vallée avec une lenteur inquiétante. Ce n'était plus seulement de la lumière, c'était quelque chose d'autre. Et puis, je les ai entendues. Un murmure, faible mais distinct. Un son qui ne venait ni du vent, ni des arbres. Un chant lointain, comme des voix murmurant dans une langue oubliée. Un frisson me parcourut. Je regardais nerveusement autour de moi. La vallée était toujours vide. Le paysage enneigé figé sous la lune. Personne. Rien d'autre que ce silence oppressant. Mais le murmure était toujours là. Il venait des lumières. Et alors que je les fixais à nouveau, je vis un mouvement. Un frémissement dans l'air, une forme indistincte qui semblait se dessiner au cœur des aurores. Quelque chose ou quelqu'un. Et à cet instant précis, je compris. Elles n'étaient pas simplement belles. Elles regardaient en retour. Je restais figé, le souffle court, incapable de détourner le regard. Les aurores continuèrent de danser, mais maintenant, je les voyais autrement. Ce n'étaient plus seulement des lumières naturelles, des ondes colorées créées par l'interaction des particules solaires avec l'atmosphère terrestre. C'était autre chose. Quelque chose qui descendait, quelque chose qui m'observait. Le murmure dans l'air s'intensifia, une vibration presque imperceptible qui semblait venir de partout à la fois.
Je jetai un regard nerveux à ma caméra. Elle enregistrait toujours. L'écran montrait les aurores, toujours aussi magnifiques. Mais maintenant, elles avaient là une étrange profondeur, comme si elles contenaient en quelque chose. Je secouai la tête, essayant de rationaliser. L'altitude, la fatigue, le froid. Peut-être que mon esprit me jouait des tours. Mais alors, un son se fit entendre. Un bruit sec, un craquement dans la neige, juste derrière moi. Je me retournai brutalement, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Rien, juste la vaste étendue blanche, figée sous la lumière spectrale des aurores. Mais quelque chose n'allait pas. Je connaissais cet endroit. Je l'avais exploré à la lumière du jour en arrivant. Chaque rocher, chaque bosquet enneigé m'était familier. Mais là, quelque chose avait changé. À une dizaine de mètres de moi, juste à la limite de mon campement, se trouvait une empreinte. Je plissai les yeux, mes doigts s'agrippant involontairement à mon appareil photo. Une trace de pas, grande, anormalement profonde, seule, juste une seule empreinte, comme si quelqu'un s'était tenu là un instant avant de disparaître. Le vent souffla entre les montagnes, soulevant un léger nuage de neige. Je sentis un frisson me traverser la nuque. Je n'étais pas seul. L'adrénaline monta en moi. J'attrapai ma lampe torche et balayai la neige du faisceau tremblant. Rien. Et pourtant, l'empreinte était fraîche. Je fis un pas en avant, mes bottes s'enfonçant dans la poudreuse. L'air était lourd, épais, comme si quelque chose pesait sur l'atmosphère. Le murmure continua, plus fort cette fois, comme un appel. Et puis, un rire, faible, à peine audible, mais tout proche. Un rire étouffé, glissant sur le vent. Je sentis mon estomac se nouer. L'empreinte dans la neige était toujours là, mais maintenant, elle n'était plus seule. Il y en avait d'autres. Et elle formait un cercle autour de moi. Mon souffle devint court, mon cœur battant à un rythme irrégulier. Les empreintes, elles étaient partout. Pas seulement une ou deux, des dizaines. Elles encerclaient mon campement, se dessinant dans la neige fraîche, comme si quelque chose ou quelqu'un avait marché tout autour de moi, sans que je m'en aperçoive. Impossible. J'aurais entendu, j'aurais vu, et pourtant, elles étaient là. Le murmure n'avait pas cessé. Il était toujours présent, flottant dans l'air glacial, se mêlant au vent. Un chuchotement lointain mais précis, comme une voix qui voulait se faire entendre, sans que je puisse en saisir les mots. Puis un autre bruit, un pas, un véritable pas, net et lourd, juste derrière moi. Mon instinct me hurla de ne pas me retourner, de ne pas regarder. Mais je le fis quand même, lentement, doucement, la gorge sèche, les doigts comme crispés sur ma lampe torche. Le faisceau de lumière balaya l'obscurité. Rien, seulement la neige qui scintillait sous les aurores boréales, la forêt bordant mon campement, figée sous la lumière spectrale. Mais alors que je laissais échapper un soupir nerveux, quelque chose bougea, dans l'ombre des arbres, à la lisière de la forêt, une silhouette. Elle était grande, bien trop grande, une forme noire, indistincte, debout entre deux troncs. Elle ne bougeait pas, mais je sentais qu'elle me regardait. J'essayais de bouger, de reculer vers ma tente, mais mon corps ne répondait plus. Je n'étais pas seulement paralysé par la peur. C'était autre chose, comme si quelque chose me retenait ici. Et puis, sous la lueur verdâtre des aurores, je le vis clairement. La silhouette n'avait pas de visage, rien, juste une surface lisse, sombre, dénuée de traits humains. Elle incline lentement la tête sur le côté, comme si elle m'étudiait. Puis, sans un bruit, elle leva un bras et pointa le ciel. Je suivis son geste, mon corps tremblant. Les aurores boréales s'étaient intensifiées. Elles descendaient. Elles m'entouraient maintenant, comme une invitation. Et dans l'air, plus distinctement cette fois, le murmure devint une voix venue de là-haut, qui prononça une seule phrase, « Viens avec nous ». Le murmure s'était transformé en voix distincte, résonnant à travers l'air glacé. « Viens avec nous ». Douce, hypnotique, mais impossible à ignorer. Je voulus parler, répondre quelque chose, mais aucun son ne sortit de ma bouche. La silhouette au bord de la forêt ne bougeait toujours pas. Elle me regardait sans yeux. Et dans le ciel, les aurores boréales s'étaient rapprochées. Les lumières béosnes vertes et bleutées ondulaient autour de moi comme des vagues vivantes. Elles descendaient, tourbillonnant au-dessus du sol, entourant mon campement d'un voile spectral. J'avais l'impression d'être aspiré, happé vers quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Mon corps ne me répondait plus. La silhouette inclina à nouveau la tête, comme si elle attendait une réponse. Je voulais fuir, je voulais courir jusqu'à ma motoneige, prendre mon matériel et partir d'ici. Mais mes jambes ne bougeaient pas. Puis, dans un geste lent et fluide, la silhouette leva les bras. Un craquement résonna dans la nuit, comme si l'air se brisait autour de moi. Et alors, les lumières s'épaissirent.
Elles n'étaient plus seulement une illusion céleste. Elles avaient une texture, une forme. Elles m'enveloppaient. Je sentis une pression contre ma poitrine. Un poids invisible qui me soulevait légèrement du sol. Ma respiration devint difficile. Je tentais de bouger mes bras, de me débattre, mais c'était comme si je flottais. Le froid autour de moi avait disparu. L'air était chaud, doux. Puis, je levai les yeux, et je compris. Les aurores n'étaient pas naturelles. Elles regardaient en retour, et dans leur éclat vaporeux, des formes se dessinaient, des silhouettes, des êtres, allongés, immenses, translucides, comme s'ils flottaient à l'intérieur des lumières. Et ils m'attendaient. Ma vision se brouilla. L'oxygène me manquait. Le chant devint plus fort. Et puis, tout devint blanc. Le monde autour de moi devint flou, irréel, comme si la neige, les arbres, mon campement, tout s'effaçait. Je n'étais plus sur terre. Je flottais, suspendu dans un océan de lumière ondulante, pris au piège dans les aurores elles-mêmes. Le silence était absolu. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence chargé de murmures, de voix qui résonnaient à l'intérieur de ma tête, sans jamais prononcer un mot. Les silhouettes dans les lumières devinrent plus nettes. Elles glissaient autour de moi, longues, fines, impossibles à définir. Leur corps semblait fait de la même matière que les aurores elles-mêmes, des ombres de lumière. Elles me regardaient. Je ne pouvais pas voir leurs yeux, mais je sentais leur regard, je sentais leur présence. Je tentais de bouger, mais mon corps ne m'appartenait plus. J'étais léger, comme si mes os s'étaient dissous dans l'air. Puis l'une des silhouettes s'approcha. Elle ne marchait pas. Elle glissait à travers la lumière, comme si elle faisait partie du ciel. Et soudain, elle parla, pas avec des mots, pas avec du son, avec un sentiment, un message qui me frappa au plus profond de mon esprit. Nous t'avons vu. Nous t'avons choisi. Un choc me traversa la poitrine. Un instant, j'eus l'impression que je n'étais plus moi, que ma conscience se diluait dans quelque chose de plus grand. J'étais une particule flottant dans un courant d'énergie immense, infini. Et dans ce courant, il y avait d'autres âmes, d'autres personnes, d'autres avant moi, coincées dans les lumières, absorbées par elles, devenues partie d'elles. Et alors, je compris. Les aurores boréales ne sont pas seulement de la lumière. Elles sont vivantes, elles prennent, et elles ne rendent jamais. La silhouette s'approche encore. Elle tendit une main. Un dernier contact, une dernière invitation. Et au fond de moi, une peur primale explosa. Un instinct oublié, un hurlement silencieux. Ne pars pas, ne les laisse pas t'emmener. Je luttais, je forçais mes muscles à bouger. Je refusais l'attraction douce et implacable des lumières. Et alors, quelque chose cassa. Une force invisible me tira en arrière. Le monde explosa en un tourbillon de lumière et de froid. Et je chutais. Je chutais dans le vide, vers la neige, vers la terre, vers la réalité. Puis, tout devint noir. Je repris conscience d'un seul coup, comme si j'avais été expulsé d'un rêve trop réel. L'air glacé de l'Alaska me frappa le visage, brûlant mes poumons. J'étais de retour, allongé dans la neige, au pied de ma tente. La tempête de lumière avait disparu. Les aurores boréales s'étaient évanouies, et la nuit était redevenue d'un noir absolu. Mon corps était tétanisé. Chaque muscle tremblait, comme si j'avais été gelé de l'intérieur. Ma vision était trouble, mes pensées fragmentées. Je voulais bouger, vérifier que j'étais en vie, mais quelque chose me clouait au sol. Une sensation étrange, comme si quelque chose me suivait encore. Je rassemblais mes forces et me redressais lentement. Autour de moi, tout semblait intact. Ma tente était là, mon matériel aussi. Aucune trace de mon absence, aucune preuve que j'avais été ailleurs. Sauf une, ma caméra. Elle était toujours allumée, toujours en train d'enregistrer. Les batteries auraient dû mourir depuis longtemps, mais l'écran affichait toujours l'image du ciel nocturne. Et ce que je vis sur l'écran me figea net. La dernière séquence montrait moi, debout sous les aurores. Mon regard vide, mon corps figé, comme si je n'étais plus moi-même. Et dans le ciel, juste derrière moi, une forme immense. Une silhouette allongée, sans visage, regardant à travers moi, regardant l'objectif, me regardant encore. Je suffoquais. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. C'était réel, ce n'était pas un rêve. Je bondis sur mes pieds, attrapai mes affaires en vitesse et courus vers ma motoneige. Peu importe ce que j'avais laissé derrière moi. Je ne voulais pas rester une seconde de plus. Mais alors que je démarrais enfin l'engin, je jetai un dernier regard en arrière. Là, au loin, dans l'ombre des arbres, quelque chose se tenait encore debout, me regardant partir. Je roulais à travers la nuit glaciale sans me retourner.
les phares de ma motoneige projetant un cône de lumière tremblant sur la neige. Le moteur rugissait dans le silence, chaque vibration me rappelant que j'étais encore ici, encore en vie, encore moi. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Lorsque j'atteignis le premier village à l'aube, mes mains étaient bleues de froid, mes lèvres fendillaient. Un vieil homme, un inupia du coin, me trouva en train de trembler à côté de mon véhicule. Je voulais parler, expliquer ce que j'avais vu, mais aucun mot ne me vint. Comment expliquer l'inexplicable? Le vieil homme me regarda longuement, puis murmura « Elles t'ont vu, hein ?» Je n'eus pas besoin de répondre. Ils savaient. Ils savent tous, les anciens. Les Inupiats, les Yupix, ceux qui ont grandi ici, dans cette terre oubliée des hommes. Ils n'ont jamais eu besoin de preuves. Ils savent que les aurores ne sont pas que de la lumière. Ils savent que quelque chose vit dedans, et que parfois elles pauprennent. Je quittai l'Alaska dès que je pus. J'effaçai mes fichiers, brûlai mes notes. Je voulus croire que c'était fini, que ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, n'existait plus. Mais je me trompais. Car les nuits suivantes, les rêves commencèrent. Des visions de lumière verte et bleue. Un murmure, doux mais insistant, me chuchotant des mots que je ne comprenais pas. Et cette silhouette, toujours là, flottant dans les aurores, me regardant, attendant que je revienne. Et puis, un soir, alors que j'étais loin de l'Alaska, dans mon appartement en ville, je vis quelque chose d'impossible. Dans le ciel noir de ma fenêtre, au loin, une lueur verte, un murmure, un rappel. Elle ne m'avait pas oublié, elle ne m'avait pas laissé partir.